Alors, pour vous donner un peu d'informations sur le travail que j'ai fait, la question qui poussait ou qui guidait mes recherches, c'était vraiment pourquoi est-ce que l'anglais persiste comme langue dominante de travail dans la fonction publique fédérale, même si on a, ou les fonctionnaires ont, le droit de choisir leur langue de travail dans certaines régions du pays. Alors, de façon macro, les fonctionnaires ont le droit de choisir la langue officielle de leur choix comme langue de travail. Mais malgré ce fait-là, la fonction publique continue à fonctionner principalement en anglais. Alors, afin de mieux comprendre la situation, afin d'offrir quelque sorte d'explication, j'ai fait une analyse historique. Mon analyse commence vraiment dans les années 1960, alors les fins des années 1960, et ça persiste jusqu'à environ 2013. Mon cadre théorique est l'institutionnalisme historique, qui m'a permis de retracer un peu le trajet de cette politique, le développement et la mise en œuvre de cette politique au sein de la fonction publique fédérale. Alors bref, j'ai divisé le projet en 4 grandes parties. Alors les périodes de 1867 à 1967, de 1868 à 1972, de 1973 à 1981 et je termine avec la charte en 1982 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais analyser, je vais discuter des 3 éléments d'analyse qui ont ressorti à travers mon étude. Ce sont vraiment 3 catégories qui ont soit influencé la mise en œuvre ou qui ont informé d'une façon ou d'une autre la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. Alors, il y a 3 éléments. Alors, les idées, les institutions et les acteurs. Au niveau des idées, quand moi je parle des idées, ce sont vraiment les idées qui sous-tendent les politiques et linguistiques de l'époque. Alors, dans un premier temps, on a la langue comme compromis politique ou la langue comme outil afin d'affecter ou de formuler des compromis politiques. Et de l'autre côté, nous avons des droits ou la langue ou des droits linguistiques, dans un cadre de droits humains. Alors, quand on utilise la langue comme compromis politique, c'est pas nécessairement clair et c'est toujours assujetti aux décisions du Parlement. Alors, même si c'est subject to the will of Parliament, comme on dirait, ça peut encore fonctionner, ça peut encore nous offrir quelques avances. Par exemple, dans le cas de 1969, c'était vraiment un compromis politique. Alors, la première loi sur les langues officielles était un compromis politique. On avait peur du nationalisme québécois, on s'inquiétait du futur du pays. Alors, afin d'apaiser ces tensions-là, on a introduit la loi. Dans un même temps, si nous prenons le régime linguistique de l'Ontario, ce régime-là est aussi axé ou basé sur un principe de compromis. On a fait un compromis, on offre des services en langue française là où le nombre le convient. Alors, c'est pas comme si on fait un compromis politique, on ne peut pas avoir des avances sur le plan linguistique, mais ce n'est pas toujours clairement défini, ce n'est pas toujours garanti, on pourrait dire. De l'autre bord, de l'autre côté, on a les droits linguistiques dans un cadre de droits humains. Et c'est ça ce qui s'est passé pour les fonctionnaires après la loi de 1988. Selon la partie 5 de la loi, on avait défini très clairement que les fonctionnaires dans la fonction publique fédérale avaient le choix de travailler soit en anglais, soit en français, selon leur région. Alors, bien qu'il y avait encore quelques spécificités, on avait largement le choix de travailler dans la langue soit en anglais, soit en français. Alors, on penserait que cette avance-là fera une énorme différence au sein de la fonction publique, qu'on aura toutes sortes de politiques et toutes sortes de programmes qui en découleraient afin d'assurer que les fonctionnaires auront un choix, auront la capacité de travailler dans la langue officielle de leur choix. Mais, comme on l'a vu à la fin de la thèse, ça n'a pas fait une énorme différence. Alors, l'idée qui sous-tend, on peut dire, la politique linguistique n'a pas un énorme impact au niveau de l'avancement des droits linguistiques. Alors, même en 69, sans avoir un droit en termes de droits humains, on a encore fait d'importantes avances. Mais avec 1988, on penserait qu'en encadrant les droits dans les termes de droits humains, qu'on aura peut-être même plus d'impetus afin de faire du progrès, ce n'était pas nécessairement le cas. Alors, bref, les droits linguistiques dans le cadre de droits humains n'ont pas eu d'énorme impact pour les fonctionnaires. Alors, si on poursuit avec les institutions, il y a vraiment 2 leçons que moi j'ai tirées de l'analyse des institutions. Alors, premièrement,
la persistance, on pourrait dire, alors la dépendance du sentier, the path dependency of institutions, cela a beaucoup d'importance. On parle par exemple du principe de mérite comme institution dans la fonction publique fédérale, et ce principe-là, comme étant institution, a beaucoup influencé la mise en œuvre de la politique au fil des années. Deuxièmement, on fait ce qu'on appelle du institutional layering. Et du layering, ce sont des changements graduels, des changements, des additions presque qu'on fait à une politique existante ou à une mise en œuvre existante. Alors, ce sont des petits changements qu'on fait au fur et à mesure de la mise en œuvre. Et ce changement-là, selon certains auteurs, les auteurs, par exemple, Mahoney, Phelan, les grands institutionnalistes, disent que, en fait, des changements graduels vont créer à la fin du trajet un grand changement. Un changement avec un impact important. Mais dans mon cas, c'était pas du tout le cas pour moi. Alors, en fait, les deux leçons, en fait, pour moi, c'est que d'un côté, il y a une persistance institutionnelle, mais de l'autre côté, c'est vraiment que les changements graduels ont des résultats inattendus. Ce n'est pas toujours un impact important, ce n'est pas toujours un résultat important à la fin de compte, mais c'est vraiment quelque chose de haphazard, comme le dirait Shikler. Alors, si on considère d'un premier coup la persistance des institutions existantes, les institutions existantes, pour moi, comme le principe de mérite, créent vraiment la base, créent vraiment la fondation sur laquelle on construit tous les autres changements. Alors, dans la fonction publique fédérale, ce n'est pas une boîte noire. L'institution a ses propres traditions, a ses propres institutions, et ce sont sur ces bases-là qu'on a mis en œuvre les politiques linguistiques. Alors, en reconnaissant ces tendances qui existaient auparavant, selon Shikler, je m'excuse, je le cite en anglais, Shikler explique que pre-existing institutions create constituencies for their preservation that typically force reformers with new goals to build upon rather than dismantle these structures. The resulting path dependency limits the optimality of reforms. Et pour moi, dans mon cas, avec les politiques sur les langues officielles, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Excusez-moi. On avait des acteurs qui utilisaient un veto particulier. Alors, ils utilisaient leur veto en faisant appel aux principes institutionnels existants. Alors, à la persistance de certaines institutions, comme le mérite, on a fait appel à ce principe-là, à cette institution-là, afin de bloquer certaines réformes. Par exemple, il y a l'exemple des unités de langue française. On voulait introduire les unités de langue française afin de créer des espaces particuliers dans la fonction publique où on allait travailler en français. On allait communiquer en français, on allait travailler en français et on avait seulement soit des francophones dans ces unités-là ou des anglophones qui voulaient soit apprendre le français ou qui avaient les capacités nécessaires de travailler en français. Alors, on voulait introduire cette structure-là. C'était une recommandation de la commission BIB à l'époque, mais on n'a pas pu mettre en œuvre la structure. Ça n'a jamais marché. Et une des raisons particulières pour laquelle ça n'a pas marché, c'est puisque les syndicats ont pris compte de l'institution, on pourrait dire, de mérite, cette institution qui persiste, et ils ont dit, ça n'a pas à faire avec le mérite, c'est vraiment un affront presque à l'importance ou à la compétence individuelle que protège le principe de mérite. Alors, vu que les syndicats ont fait appel au principe de mérite à cette institution-là, on a un peu bloqué la mise en œuvre des unités de langue française. Alors, la deuxième leçon, parlant encore des institutions, ce sont les limites du changement graduel. Alors, ce que divers gouvernements de Pierre Trudeau ont essayé en 1973, en 1977, ainsi qu'en 1988, c'est qu'on a tenté d'introduire des dévolutions graduelles, des dévolutions graduelles envers les gestionnaires. Okay? Afin d'encourager l'utilisation du français comme langue de travail, on a dévolué certains pouvoirs, certaines responsabilités envers les gestionnaires. Alors, on s'est dit que peut-être au fur et à mesure, ça ferait un impact important, mais ce n'était pas du tout le cas. Ce qu'on voit, par exemple, c'est plutôt un résultat inattendu. Le résultat était que ça n'a pas fait de grands changements. En décentralisant le programme envers les gestionnaires, ce qu'on a en fait créé, on a créé un peu une lacune dans l'imputabilité du programme. Puisque ce qui s'est passé, c'est bien qu'on nomme les gestionnaires dans la loi, bien qu'on nomme les gestionnaires dans les politiques de mise en application, de mise en œuvre, les gestionnaires ne sont pas typiquement évalués sur leur capacité d'utiliser le français ou d'intégrer le français comme langue de travail dans leurs unités particulières dans leur ministère.
Alors, bien que l'intention avec la dévolution envers les gestionnaires était de forcer, de créer un grand changement, on n'a pas réussi effectivement à faire ça. Le résultat des changements graduels était forcément inattendu. Alors, dernièrement, il y a la situation avec les acteurs. Les acteurs, pour moi, étaient soit des individus, soit des organisations qui ont influencé la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles dans la fonction publique fédérale. Alors, si on a créé des institutions, si on a interprété des lois, on était considérés, dans certaines capacités, des acteurs. Il y a 3 types sur lesquels moi je vais me pencher ou sur lesquels je me suis penchée dans mon analyse. Il y a les élites. Alors, les élites politiques qui étaient principalement des premiers ministres. Il y avait aussi les syndicats qui exerçaient leur veto en bloquant certaines initiatives de réforme. Et dernièrement, il y avait les gestionnaires, dont on a déjà en parlé dernièrement. Alors, premièrement, on sait bien que Pierre Trudeau, le premier ministre Trudeau, avait une énorme influence sur le développement du régime linguistique canadien. C'était vraiment M. Trudeau qui a introduit la première vague de réformes au niveau de la politique linguistique. Le premier ministre Mulroney était aussi très important dans la mise en œuvre de la loi de 1988 et bien sûr le développement de cette loi-là. On voit par contre après Mulroney un déclin presque dans l'intérêt des premiers ministres vis-à-vis des langues officielles. C'est fonction peut-être des finances, fonction peut-être de la situation économique, mais on n'a pas vu un nouveau intérêt pour ces questions-là jusqu'en environ 2003. Avec le premier ministre Chrétien et la première plan d'action sur les langues officielles. Alors, bref, pour le dire, les premiers ministres ont une influence importante puisque ce sont vraiment les premiers ministres dans le système Westminster qui peuvent gérer, qui peuvent dicter dans certaines instances les priorités d'un gouvernement. Et pour Mulroney, pour Trudeau, les langues officielles étaient une de leurs priorités et ça se montrait dans le développement et dans la mise en œuvre de ces politiques-là. Alors, tout près des premiers ministres étaient aussi certaines institutions, organisations très importantes, telles que le président du conseil privé, ainsi que le secrétariat du bureau du conseil privé. Et c'était vraiment le bureau du conseil privé ou le conseil privé qui était responsable pour le développement ainsi que le développement, des politiques pour la mise en œuvre. Et on oublie souvent le Conseil du Trésor comme étant acteur important, mais c'est vraiment eux, soit à travers leur délai dans le développement des politiques pour la mise en œuvre ou par un manque d'information ou un manque de rigueur dans le développement de ces critères-là, qui a soit limité ou qui a soit changé un peu la mise en œuvre et l'application de la loi. Alors, au niveau des élites politiques, ce sont vraiment les premiers ministres, pas encore des premières ministres, mais des premiers ministres, ainsi que le bureau du conseil privé qui ont joué, pas du conseil privé, le conseil du trésor, excusez-moi, qui ont joué de rôle très important dans la mise en œuvre de ces lois-là. Deuxièmement, il y a les syndicats. Et on oublie des fois les syndicats, mais ce qui est intéressant au niveau de leur rôle, c'est qu'ils agissaient comme source de résistance presque vis-à-vis la mise en œuvre de ces politiques. On voulait garder le statu quo si on était membre des syndicats, si on était chef syndical. C'était ça vraiment l'impression qu'on avait. Et les luttes de pouvoir ou les luttes d'idées, les tensions étaient très communes entre les syndicats ainsi que le Conseil du Trésor. Alors, on avait vu ces tensions-là dans la question ou avec les affaires des unités de langue française, ainsi qu'avec toute la mise en application et les mises en œuvre des autres lois sur les langues officielles. Alors, bref, en guise de conclusion, on peut dire que ce qui est important dans la compréhension ou dans la mise en œuvre des lois sur les langues officielles au Canada dans la fonction publique fédérale, c'est vraiment la persistance institutionnelle. Alors, le fait que les institutions persistent et ne changent pas facilement, que l'existence d'institutions telles que le mérite vont informer la mise en œuvre de lois futures. Et qu'il faut, par exemple, changer la structure de la fonction publique fédérale afin d'avoir des changements importants. Alors, on a besoin d'un changement structurel. On a besoin des unités qui vont travailler en français, qui communiquent, qui travaillent en français afin d'effectuer le changement. On devrait aussi éliminer
le prime sur le bilinguisme, puisque en acceptant le prime sur le bilinguisme, c'est presque un faux bilinguisme qu'on promouve dans la fonction publique fédérale, en disant qu'on va vous payer pour vos capacités linguistiques. C'est comme si dire ce n'est pas vraiment une valeur actuelle de l'organisation, c'est plutôt une valeur superficielle. Et dernièrement, il faut beaucoup plus analyser, mener, insister sur l'importance des gestionnaires comme étant des influences importantes sur la mise en œuvre de la loi et sur le développement des capacités personnelles des fonctionnaires dans leur ministère individuel. Alors, je vous remercie de votre attention.